Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci à vous, mesdames, messieurs, de prendre à nouveau le rendez-vous. Scrutin du 11 avril dernier, il n'aura pas été du reste le quatrième pouvoir. Aux différentes étapes du processus, il se serait illustré, se montrant parfois fidèle à sa mission première, essentiellement le relais des faits. Mais parfois, aura-t-on constaté, jouant les avocats défenseurs, prenant fait et cause pour tel ou tel camp. À l'heure du bilan post-électoral, quelle aura concrètement été la qualité de sa contribution à l'enrichissement du débat public? Deux professionnels des médias pour des éléments d'appréciation. Ce sera autour du thème présidentiel du 11 avril 2021. La presse béninoise, une responsabilité assumée. Déjà sur ce plateau en notre compagnie, Mensando, journaliste, il est le rédacteur en chef du quotidien L'Afrique en marche. Mensando, bonjour à vous. Bonjour Joël Etondi, bonjour téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. En face de vous, Jospezo Anago, qui n'est plus à présenter, journaliste, il est analyste et directeur de publication du quotidien La Dépêche. Jospezo Anago, bonjour à vous. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Et vous répondre, oui, qu'est-ce que le temps passe si vite? 11 avril, très craint. Mais alors aujourd'hui, ça semble comme un ouf de soulagement. Mais alors, comment a-t-on pu passer cette période avec les apports des hommes, des médias? C'est l'exercice que nous ferons ensemble, avec l'engagement des uns et des autres, à pouvoir passer au pain fin ce qui a marché et ce qui ne l'a pas été. Jospezo Anago, oui, à l'heure du bilan, qu'est-ce qui vous aura singulièrement marqué dans la contribution de la presse? Merci chers confrères, je voudrais être sincère pour reconnaître que la presse a failli, en ce sens qu'on l'a vu plutôt dans un rôle de propagande, contrairement à ce que la HAC a semblé ne pas promouvoir, parce que là je voudrais tout de suite indexer la HAC qui a régenté, cadré, encadré, orienté à la limite le genre d'information qu'il faut servir. Alors que la période qui est celle électorale et principalement concernant l'élection du président de la République devrait amener chaque journaliste ou chaque média à approfondir les programmes, les offres politiques, à les disséquer et à proposer à l'opinion le fond de ces analyses afin que cette opinion puisse faire ses choix conséquemment. Ça n'a pas été le cas. Absolument pas. Dès lors que même l'essence de régulation qu'est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication avait déjà cadré la démarche. Ce qui, à mon sens, peut s'apparenter à une rétention de l'information. C'est un processus qui a conduit à la rétention de l'information. Je mets quiconque au défi aujourd'hui de me dire qu'au cours de ce scrutin présidentiel, qu'il a eu à apprécier convenablement et correctement les offres des duos en présence, si ce n'est ce que les duos ont conçu, remis à la haute autorité de l'audiovisuel, qui les a transmis ensuite aux journaux, avec qui elle a signé des contrats en griffe. Je trouve que ce n'est pas bien. Et donc, ceci me désole au point où je suis en train de dire ici que c'est au regret que je vais reconnaître que les professionnels des médias, sinon la presse n'a pas véritablement joué son rôle, n'a pas informé l'opinion de cet enjeu. Voilà une première prise de parole. Oui, monsieur Mensando, vous avez pris part activement aussi à ce scrutin. Si vous devez apprécier à l'arrivée la contribution de la presse aujourd'hui. Merci. Il faut dire tout simplement d'entrée de jeu que la presse a assumé
Mais comment la presse a assumé? C'est peut-être là où nous devons chercher. Pour moi, parce que quel que soit ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe, il y a un rôle à jouer et on a joué ce rôle. Mais dans quel sens est-ce que la déontologie et l'éthique et tout a été respecté? C'est là où le bas blesse un peu à cette élection, parce qu'on a senti un peu la presse un peu crispée, orientée, qui n'avait pas tous les coups de franche pour pouvoir véritablement aller au fond des sujets. Et c'est comme on a senti aussi comme il y a des sujets tabous qu'on ne pouvait pas aborder, parce que par les élections passées, les rédactions étaient plus libres et allaient encanquiner également les candidats sur leur projet de société. Mais cette fois-ci, j'ai vu que ça a manqué un peu au niveau de la presse. Et peut-être, comme l'a dit M. Anago, c'est le fait que la RAC est rentrée dans le jeu et a quadrillé avec les contrats, ça aussi a joué un peu. Connaissant déjà la psychologie des Béninois, où lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un, on n'aime plus trop déranger ce dernier. Donc ça a joué véritablement sur le rôle de la presse béninoise pour cette élection-ci. Mais le rôle a été joué, vite. Le rôle a été joué. Quel que soit les cas, l'information, les gens ont publié des informations dans les journaux, les éditions, on a parlé de l'élection. Donc, on ne peut pas dire que le rôle n'a pas été joué. Je suis dans le sens où, si on avait boycotté et que l'information ne passait pas, on allait dire que la presse n'a pas joué son rôle. Mais ici, il n'y avait pas eu de boycott, il y a eu l'information, mais est-ce que ça a été comme cela devait? C'est là où je reste un peu sur ma faim. Alors vous restez un peu sur votre faim avant d'aller vers M. Jos Pezo qui parlait de la responsabilité de la RAC dans ce qui pourrait s'apparenter à une presse un peu limitée dans ses œuvres. Est-ce que le rapport de la presse avec l'organe de régulation aura empêché la presse de jouer à fond sa partition? Oui, et un peu, ça a empêché un peu les organes de jouer véritablement leur rôle, qui est surtout d'aller chercher au fond puisque c'est les projets de société, c'est sur ça réellement on devait se baser et informer le public largement, mais ça a empêché un peu cette manière de la presse béninoise à aller chercher les candidats au tréfonds de leurs idées et venir montrer le poids que pèse ou bien le projet de société de chaque candidat ici, comme nous sommes dans le duo, de faire en sorte que chaque duo soit bien compris par le public. Mais il a fallu que la RAC puisse quadriller, mettre les informations à la disposition des organes. Ça fait qu'il y a eu un peu de paresse, j'allais dire, au niveau de ces presses, parce qu'ils se sont dit, bon, il y a déjà l'essentiel qui nous est envoyé, donc il n'y a plus cette quête d'aller chercher véritablement les petits couacs, ou bien qu'est-ce qui peut se passer au niveau de chaque duo. Qu'est-ce qu'on peut détecter pour dire à la population, attention, voilà tel duo, voilà son programme, voilà ce qu'il propose. Mais au-delà de ce qu'il propose, est-ce qu'il n'y a pas ces pièges-là? On n'a pas, cette année-ci, on n'a pas eu véritablement ces genres de dossiers par rapport aux candidats. Alors donc, aller au-delà de ce qui est fourni. Mais ça, vous avez dit qu'il y a eu comme un peu de paresse à aller à cette quête-là. Là, n'est-ce pas la responsabilité plutôt du professionnel des médias? Oui, les professionnels des médias ont eu en réalité, c'est leur responsabilité. C'est pourquoi je disais qu'il y a aussi la psychologie des Béninois qui, souvent, lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un, on n'aime plus trop bousculer ce dernier. Ça fait que le contrat avec la RAC, pour ma part, a empêché certains d'aller au-delà de ce qui est fourni par les candidats à travers la RAC. Alors, Jos Pezo Anago, l'appel était à la liberté dans les expressions, mais à ce qu'on tienne compte des fondamentaux sans égratigner, mais surtout sans pervertir les idées. Bon, mais écoutez, si ces paramètres, la presse avait joué bon jeu. La presse était, dans le cas d'espèce, obligée de s'en tenir à la ligne qui lui a été tracée. Et je suis en train de dire qu'on ne doit pas tracer de ligne à la presse.
Puisqu'en fait, c'est comme si un médecin qui a son diplôme en poche et tout ce qu'il faut, un chirurgien à la limite, avec son bistouri en main, ne devrait plus recevoir de directives parce que c'est son job, c'est lui qui sait comment opérer. Il a les règles. Aussi, dans ce milieu, il y a aussi les règles de déontologie et d'éthique, comme c'est le cas au niveau de la presse. Si nous avions inventé le journalisme ou la presse, je comprendrais. Lorsqu'on regarde ailleurs, et quand on regarde même dans notre propre histoire contemporaine, on se rend compte qu'il y a eu des élections qu'on a couvertes, que la presse béninoise a couvertes. Pour autant, on n'a jamais mis le feu à la maison, sous prétexte d'éviter qu'on mette le feu. On en est là aujourd'hui où c'est une information orientée qu'on doit publier. Mais comment peut-on publier une information orientée en termes d'élection? Je donne un petit exemple terre à terre pour dire ceci. Et on suppose un instant que un duo mette dans son projet de société qu'à sa prise de pouvoir, il va offrir à chaque Béninois, les 12 millions d'habitants que nous constituons, une rente d'1 million par mois. Enfin, j'exagère, hein, mais c'est une fiction. La RAC vous remet ce document. Parce que ceux qui sont en contrat reçoivent ce document, publient intégralement ce document. Et puis en amont, il a été déjà interdit certains genres. Je voudrais qu'on aille dans d'autres pays pour voir les gens qui sont interdits juste à l'encablure de certaines élections. Moi, je dis, lorsque je veux faire de la chronique, je veux faire de la caricature, je veux faire la revue de presse, des gens que la RAC a contingentés, interdits parfois, contingentés, réduits. Finalement, on dénie aux professionnels des médias sa capacité de gérer. Je suis d'accord que sous tous les cieux, les périodes électorales sont des périodes difficiles, sensibles. Mais lorsque vous avez votre bréviaire, le code de déontologie d'éthique, à côté, vous êtes imbu des règles qui vous régentent, vous devriez pouvoir faire votre travail. Offrir surtout à l'opinion, parce qu'en fait, il ne s'agit pas du journaliste, ni de la RAC, ni des forces politiques en présence, mais il s'agit du public qu'on veut conquérir. L'offre que vous avez en main, on va disséquer l'offre. Et si à l'intérieur, il y a à dire que cela soit dit dans le style qui est propre à chacun. Voilà qu'il y a des styles qui ont été carrément mis de côté. Et donc, moi, je suis en train de me dire que la presse n'a pas véritablement joué son rôle. Quel est le rôle? Quelles sont les missions essentielles de la presse? Parce qu'à l'intérieur de l'information, il y a beaucoup d'autres choses. Il faut former l'opinion à pouvoir apprécier quels étaient les enjeux de ces élections. Parce qu'en tenant compte des directives de la RAC, le professionnel qui se dit, attention, on a dit la revue de presse, c'est de telle autre forme, ceci c'est interdit. Alors je me retrouve dans quel schéma? Est-ce que je peux aller jusqu'à cette pusillanité pousse à la rétention de l'information? Et c'est ce à quoi on a assisté. Puisque, mon confrère disait tantôt qu'il est difficile pour celui qui est en contrat de pouvoir faire chose. Si vous avez votre code de déontologie à côté, vous verrez qu'il ne vous est pas interdit, qu'il ne vous est pas impossible de faire votre job tout en ayant le public reportage. C'est écrit public reportage, on vous dit, et mettez clairement public reportage et continuez à faire votre travail. Ce que la RAC vous envoie, la RAC vous dit à la limite dans quelle proportion, le test, le calibrage des polices et tout. Bref, vous êtes régenté et vous publiez ça exactement. Et mieux, avant que ce processus ne soit engagé, déjà au législatif, certains partis politiques ou responsables partis politiques avaient eu des rencontres avec la RAC et certains ont estimé que nous autres, nous n'avons pas de moyens et donc comme on n'a pas de moyens, il faut faire en sorte que notre information puisse passer. D'autres sont allés même jusqu'à dire que certaines presses nous critiquent. Alors là, lorsque vous fuyez la critique, comment vous allez en compétition devant un peuple? Mais on devrait pouvoir vous critiquer. On devrait pouvoir dire qui vous êtes sans diffamation. Ça a manqué. C'est honnête de le reconnaître, c'est honnête de le dire. Ça a manqué. Et je dis, la contribution de la RAC en a été de beaucoup dans ça. Parce que les projets de médias ont reçu tellement de pression, de garde-fous, qui n'en valent même pas la peine, que finalement,
Ils sont passés à côté du panneau. Parce que je dis, ça ne vaut pas le coup de mettre autant d'entraves à la livraison de l'information à l'opinion. Dans la mesure où, quand on repart en arrière, depuis 1990, est-ce qu'on n'a pas couvert des élections? Quels sont les journaux qui ont mis le feu à la maison? Je n'en connais pas. Mais pourquoi cette fébrilité, surtout avec cette mandature? Pourquoi cette fébrilité? Est-ce que les réponses, on ne l'a pas? La presse, disais-je, avait-elle joué bon jeu? Mais quand on prend du recul, vous vous demandez pourquoi cette fébrilité maintenant? Oui. Est-ce que la presse, à un moment donné, M. Jospé Zouanago et M. Mensando, la presse béninoise n'a-t-elle pas montré qu'on ne pouvait pas trop lui faire confiance à un moment donné, surtout ces derniers mois, ces dernières années? Tel n'est pas mon avis. Non, permettez que je recueille l'avis alors de M. Mengsan. La presse n'avait-elle pas montré aux autorités qu'à un moment donné, on ne pouvait pas trop lui faire confiance pour qu'on en soit arrivé là? Non, je ne crois pas également. Parce que même si on dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, je ne crois pas que la presse ait donné de raisons adéquates aux autorités de fait jusqu'à ce qu'on régente notre presse. Surtout que la presse béninoise, tout le monde le sait, a fait ses preuves un peu partout. Et la preuve, il y a plusieurs présidents aujourd'hui africains qui utilisent les journalistes béninois en tant qu'ils sont dans les cellules de plusieurs présidents africains, donc, ou bien soit dans des ministères. Donc si la presse béninoise était si mauvaise, je ne crois pas qu'on aurait un si bon aura au niveau du continent. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on en soit arrivé là? Je pense que c'est peut-être la peur. La peur de quoi? La peur peut-être qu'on joue trop bien le rôle de fait que ça désavantage certains camps. Comment ça? Ah oui, parce que, au fait, comme on l'a dit tout à l'heure, M. Anago, lorsque la presse aura toute sa plénitude d'aller fouiller dans chaque projet de société et pour mieux orienter le peuple, vous savez, quel que soit les cas, on a dit, nous sommes le quatrième pouvoir, mais au-delà de tout, le peuple, la presse est prise au niveau du Bénin, comme, bon, un peu partout, hein, comme parole d'évangile. Lorsque ça commence pas à être sorti, on se dit, mais c'est les journalistes qui ont dit. Après tout, c'est des gens qui ne peuvent pas dire de n'importe quoi. Donc, ça conscientise le peuple et ça fait que si vous avez un mauvais projet de société ou vous avez des projets démagogues, les gens on décèle ça et puis le peuple sera au courant. Donc ça peut-être... Voulez-vous dire que la RAC a intérêt à ce que le peuple ne soit pas au courant des faits réels? Non, en fait, la RAC n'est pas totalement dans ce schéma, mais de peur que lorsque ça va arriver et que d'autres camps... En fait, ils ont voulu tout simplement, les conseillers ont voulu tout simplement faire en sorte que ça ne dégénère pas. Vu aussi les contextes dans lesquels nous sommes actuellement, tout le monde sait que l'élection présidentielle 2011 n'est pas 2021 plutôt, n'est pas comme celle de 2011, 2016 ou bien 2006 et autres. Donc, il y a eu... la situation est déjà très, très, très pesante. Donc, ça fait que la RAC, peut-être dans la peur, c'est ça que j'évoque, la peur de voir peut-être la presse dérailler et ne pas aller vers 1000 collines. Entre-temps, ce qui s'est passé de l'autre côté chez le pays voisin du Rwanda, de ne pas assister à ces genres de situations. Peut-être c'est cette peur qui a animé les conseils de la RAC à aller dans ce sens. Pour moi, parce que je donne encore tout, malgré tout, je leur donne toujours la bonne foi, qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Ils ont voulu régler un problème, mais peut-être qu'ils auraient mieux réglé ce problème. Alors, on peut le dire, non? La RAC dans un rôle d'avant-gardiste. Non, mais il y a un problème de fond. À quel niveau? Vous savez, il y a des études qui ont démontré que les instances de régulation en Afrique ont leur particularité. Les instances de régulation des pays francophones sont pusillanimes, peureuses, et moins
indépendantes. C'est des études, c'est pas moi qui l'invente. Ok, mais vous parlez du Bénin. Et il y a eu plusieurs instances. Bien sûr. Vous savez, déjà même de par la structuration même de l'instance de régulation, vous savez, on a eu des mandatures qu'on a trouvées formidables ici. Il y a eu des mandatures. Et à chaque fois, quand on trouve une mandature vraiment formidable, souvent, à la tête, bon, évidemment, il y a eu la première mandature, bien entendu, avec René Doussa, qui était un journaliste. Vous allez observer, c'était impeccable. Parce que c'est un journaliste qui maîtrise les arcanes du métier, qui a la perspective. Vous voyez. Et donc, vous irez dans d'autres pays anglophones et vous allez voir que la HAC n'est pas politisée. Mais dans la plupart des pays francophones, la HAC est politisée. Et donc, le politique, déjà depuis son bureau climatisé, veut verrouiller la presse et n'a de support que l'instance de régulation. S'appuie sur l'instance de régulation qui, à son tour, du moins, s'en prend, du moins se rabat sur la presse. Ce n'est pas moi qui l'invente, les études existent. Alors l'hypothèse est-elle plausible et applicable pour le scrutin dernier au Bénin? Oh, bien sûr. Mais, y a-t-il de mal à dire ce que des études ont révélé? Non. Il y a même les conseillers de la HAC Bénin le savent qu'il y a eu ces retours d'études où on leur a demandé de faire preuve d'un peu d'indépendance. Parce qu'elles sont crispées, ces instances de régulation, surtout en zone francophone. C'est vrai qu'il y a des exceptions où certaines instances de régulation font l'effort, n'est-ce pas, de se départir de cette image-là. De guindé qui consiste à avoir acquaintance avec le pouvoir. Et c'est cela. Et donc, vous savez, le rôle de départ de la HAC, quand on regarde par exemple la HAC, quand je dis HAC, je voudrais dire HAC Bénin, puisqu'il y a HAC au Togo. Donc, l'instance de régulation. Oui. Pour être plus précis. Alors, pour être plus précis. Et vous savez, la mission principale n'est pas, n'est-ce pas, de constituer un gendarme derrière la presse. Réguler la régulation. Et de promouvoir la liberté de presse et d'expression. C'est important, la liberté des médias, la promotion des médias. Je me demande aujourd'hui, lorsqu'on a observé certaines mandatures, dont celle en cours au Bénin, est-ce que l'on se dit qu'on est réellement encore dans ce schéma-là? Certains professionnels des médias n'hésitent pas à dire que la HAC, pour faire un symbolisme que je n'aime pas trop, la HAC est une sorte de hache qui est permanemment sur la tête à couper les médias. Bon, c'est vrai que c'est une image qui ne me plaît pas, mais c'est presque une caricature qui colle à ce que nous vivons. Et donc, parfois, vous, professionnels des médias, vous voulez publier une information et vous regardez, vous dites, on vous interpelle. Alors, vous avez vu des hommes de médias aujourd'hui avoir comme des gendarmes de la HAC à leur côté durant le processus. Oui, et pas n'importe lequel, des gendarmes qui sont à vous enquiquiller, qui sont à vous relever sur des vétilles. À la limite même, vous faites proprement votre job. Et puis, par des tournures alambiquées, on vous demande des comptes. Ça s'est passé durant le scrutin. Alors, le Bénin a vécu ce 11 avril d'une manière bien particulière. Avant d'y arriver, il y a eu des heures chaudes. Des jours durant, beaucoup ont dû retenir le souffle. Chers invités, durant cette période, les regards étaient tournés également vers les professionnels des médias. Comment appréciez-vous aujourd'hui, avec un peu de recul, le rôle que les professionnels ont eu à jouer durant ces heures chaudes? Oui, durant ces heures chaudes, je pense que la plupart ont essayé d'être à la hauteur. Même s'il y a eu quelques organes qui, ma foi, ont voulu jeter encore de l'huile sur le feu, mais la majorité dans ce sens, parce que j'ai vu que, j'ai comme eu l'impression que, surtout la peur également, est-ce que nous allons contribuer à cela, à jouer à des moments donnés dans des rédactions où des écrits qui s'envolaient avant ces événements ont essayé d'être plus ramollis, plus polis, de sorte que
la tension soit un peu plus revue à la baisse. Et ça là, je loue vraiment le professionnel dans ce sens, même si, je le dis toujours, il y a eu certains qui ont toujours voulu mettre de l'essence encore dans le feu, mais ils n'ont pas été suivis. Et Dieu merci, ils n'ont pas été suivis dans la majorité, et la majorité ont su quadriller, même de sorte qu'on n'ait pas beaucoup de propos ou bien de traitement de ces événements à faire en sorte que d'autres populations se révoltent encore plus. Parce que dans ces événements, il suffit d'une phrase pour que d'autres populations se disent « Attention, ça veut dire quoi ? Ah, si c'est comme ça, donc au moins on a su éviter ça. » Une presse sage durant ces moments de tension ? Ne nous amusons pas à nous faire peur. J'ai dit ceci, nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. Le journalisme n'est pas inventé au Bénin. Et je note que les lecteurs, les téléspectateurs, les consommateurs des médias sont en avance, heureusement d'ailleurs, sur les médias. Aujourd'hui, il y a ce que moi je pourrais appeler les médias citoyens. Allez les voir sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas pour autant réussi à mettre le feu à la maison. C'est ça. Expliquez-vous. Oui, je voudrais dire durant cette période, vous avez constaté... Durant cette période, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. C'est là où je dis on a failli. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour chercher des informations du Bénin, vous irez sur France 24, RFI, voyez-vous, qui envoient leurs correspondants au Bénin et qui ont le courage, le professionnalisme surtout, d'aller à Banté, d'aller à Saint-Ven, d'aller à Porte-Nouveau, d'aller à tel, pour dire ce qui est. C'est ça aussi le journalisme. C'est pas ça, c'est le journalisme. Vous avez vu les professionnels locaux manquer à l'appel sur ce terrain-là ? Bien sûr. Il y a cette pusillanimité dont je parlais tantôt pour dire qu'on se dit, et si on le faisait, si on publiait cette information. Mais attendez, je dis, il y a une Bible, le guide d'éthique et de déontologie. Je dis, lorsque le professionnel des médias a le sujet le plus difficile en main, il le dépose comme ceci et il va feuilleter son bréviaire. S'il revient, il va passer l'information sans problème. Le public va lire, écouter ou apprécier cette information sans problème. Sans problème, dis-je. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai parlé des médecins tantôt ? Le médecin chirurgien qui a l'art, la science, se réfère à un certain nombre de guides et fait son travail. Nous autres, pourquoi alors, à chaque fois on dit non, ne le faites plus alors, ne le faites plus. Mais je dis, on a un guide, tout est dedans. Le code de déontologie comporte pratiquement tout ce qu'il peut y avoir comme comportement du journaliste en face de n'importe quel genre d'information. Lorsque le journaliste est en face d'une information qui paraît invraisemblable ou dangereuse, s'abstenir, c'est aussi dedans. C'est lui qui choisit de s'abstenir. On ne doit pas lui dire ne va pas faire de commentaires, ne va pas faire de chroniques. C'est lui qui a pris son job. Mieux encore, je dis pendant la période électorale, sans honte, les professionnels des médias du Bénin vont s'abreuver aux sources des organes d'information étrangers. Et bon, je ne m'en plains pas, puisque nos dirigeants même, nos gouvernants même, pour passer des informations, observez bien, ils font appel à cette presse internationale. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Même le chef de l'État du Bénin, lorsqu'il a une information importante, il fait appel à la presse internationale, France 24, RFI. Ce sont ces journaux ou ces médias qui viennent au Bénin couvrir les informations liées au processus électoral et qui les diffusent sans état d'âme. Et ça ne met pas feu à la maison. Alors que nous pouvons le faire nous-mêmes. On n'a pas pu le faire. Je voudrais qu'on me cite 2 organes de presse qui ont véritablement fait le travail à l'image d'une France 24, à l'image de et j'en citerai. Donc c'est cela. Et donc, c'est ce que moi j'appelle la rétention d'informations. On ne vous dit pas, vous n'allez pas vous donner l'information, mais on vous a suffisamment cadré, guidé, au point où vous oubliez même votre code de déontologie. Et à chaque fois quand ils le font, enfin, je veux parler de la hack même, à la limite,
On vous dit, le code de déontologie l'interdit. Mais allez fouiller le code de déontologie pour savoir si vraiment il vous est interdit de couvrir une campagne électorale. Vous ne diriez pas que la presse béninoise a suivi comme un lavage de cerveau, un maccage à la culotte qui fait perdre aux professionnels leur devoir. Mais c'est cela. Vous venez de m'aider là. C'est de ça qu'il s'agit. Et je le dis, je suis à l'aise pour le dire, parce que je vis dans le milieu. C'est cela. Oui, monsieur médecin, la presse béninoise est-elle arrivée à cette porte peu honorifique? Oui, on peut le dire ainsi. Déjà, avoir le rang qu'on occupe désormais au niveau de la liberté de la presse, donc ça, depuis quelques années maintenant, le Bénin n'est plus cité comme un pays en exemple. Donc, je suis sûr que le prochain classement aussi, le Bénin va encore dégringoler, vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais espérons toujours. C'est vrai que c'est honteux, c'est un peu difficile de dire que ce que vous faites et que vous vous appelez professionnel dedans, que ça soit quelqu'un d'autre qui tient le corde et la corde, autant pour moi, et que vous êtes là seulement lorsque il vous demande d'avancer, vous avancez, lorsqu'il vous dit d'arrêter, vous arrêtez. C'est un peu difficile pour nous. Vous parlez du professionnel des médias comme ça. Oui. Aujourd'hui, quand on dit avance, ça avance. Quand on dit n'avancez pas, c'est qui? C'est on qui demande d'avancer, de ne pas avancer. Oui, c'est comme... En fait, puisque comparaison n'est pas raison, mais des fois, il y a des titres. Personnellement, moi, je vois, et je me demande si éventuellement ces titres étaient à la une de certains journaux. Est-ce que ça pouvait passer même en revue de presse? Je me pose la question, mais ça passe et personne ne s'en offusque. Mais il faut seulement un petit titre ailleurs et il y a problème. Donc, même si aujourd'hui, Dieu merci, on n'a plus un professionnel des médias en prison, mais il y a la peur là. Il y a la peur là de... La peur de quoi? D'aller en prison ou bien d'être interpellé à tout moment. Donc, il y a ça aussi, ça fait que chacun se dit, bon, il faut que je sois dans les limites données, tracées, que je ne joue pas aux oiseaux. Attendez, quand vous parlez de limites, de quelles limites s'agit-il? Votre vis-à-vis a parlé de breviers qui existent. Ça doit être le seul guide, il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres fabriqués encore. Chaque élection, il y a toujours le guide, les directives que la RAC sort chaque fois. Donc, il faut suivre ça. Et ce n'est pas affaire de déontologie, de notre déontologie qu'il faut suivre. Il faut plutôt suivre ce que la RAC a introduit. Donc, chaque élection, il faut attendre. Quand on suit là, on a l'impression que vous faites carrément le procès de la RAC. Les professionnels des médias n'ont-ils pas à se remettre en cause même? Oui, il y a ça également, parce que tout dépend de... Au fait, il y a aussi les fêtiers qui ont aussi, au lieu de jouer leur rôle, n'ont pas joué leur rôle. Ça a fait que l'individu professionnel des médias dans un organe devient quoi? Si, éventuellement, les fêtiers ne peuvent rien pour lui. Donc, vous voyez, chacun veut sauver sa tête. Rien pour lui, dans quelles circonstances? Quand on parle de scrutin à couvrir, à relayer? Oui, si le monsieur prend son micro, ou bien son enregistreur, ou bien sa caméra, il va faire son reportage professionnellement, comme cela se devait, ou bien son écrit, il s'assoit quelque part, il pond une bonne analyse, et que, pour ça, il doit être critiqué, et que, au-delà, les fêtières ne peuvent même pas oser dire non, il a respecté au moins la déontologie. Vous trouvez quelle faute pour lui? Il n'y a personne pour vous défendre en ce moment. Donc, à quoi bon? On se dit à quoi bon? Il faut que je sois chez moi. Le soir, je reviens chez moi. Au moins, je reçois papa, bienvenue de mes enfants. Et là, je trouve mes petits égarés. Là, je me contente de ça. Que d'être quelque part et chaque soir, ma femme ou bien mes enfants pleurent. Vous voyez, donc il y a tout ça là. C'est ça, la peur, la psychologie, ça a joué sur la psychologie de beaucoup de professionnels aujourd'hui. Et quel que soit ce qu'on dit, et on peut vous targuer de tout, hein, mais
Et le professionnel aujourd'hui au Bénin, ça a pris un coup. Sincèrement, ça a pris un coup. Moi, je vois des fois certains devanciers que nous prenons comme des exemples. Aujourd'hui, j'ai un peu peur de dire que je prends encore ces gens-là comme des exemples. Oui. Et je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est des gens, lorsque nous on venait dans ce métier, on admirait être à leur niveau, à leur image, et les dépasser, pourquoi pas. Mais des fois, on se dit, et à quoi bon? À quoi bon? Jacques Pézo, la maison est-elle si en lambeaux? Non, pas totalement, on ne désespère pas. Mais je voudrais vous dire ceci. Lorsque vous observez, vous êtes professionnel des médias, observez la période d'avant, pendant et après le scrutin. Et comparez, repartez 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, pour observer qu'il y avait des débats. Aujourd'hui, en tant que contributeur aux médias du service public, qu'est-ce qu'on vous sert? Vous avez vraiment encore cette discussion, cette thématique-là qui faisait germer les idées, les confronter. Vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus aujourd'hui. Et donc, pendant cette période, tout au moins, on devrait s'attendre à avoir ces contacts, ces échanges, comme on en avait eu. Il n'y en a pas eu avant, ni pendant, même après. C'est passé comme ça, et puis c'est fini. Et donc, non, ce n'est pas un lambeau. Je me dis que, heureusement d'ailleurs, que c'est un métier qui a ses règles, ses démarches. Je crois que le moment viendra, sûrement, où les choses se remettront en place. C'est évident. Parlant des Fertières, je ne voudrais pas m'aventurer plus loin dans ce débat-là, mais je voudrais dire ceci. Vous savez, tout a été mis en œuvre. Je ne suis pas membre de ces Fertières. Je ne suis pas membre du bureau, je suis pas membre de l'exécutant, mais je suis membre de loin, bien entendu, et j'observe que ces Fertières même ont été tenus en laisse. C'est-à-dire, il y a même, quand on prend le cas de l'ODEM, qui doit s'attendre à être déguerpi de ces locaux, parce que l'aide de l'État à la presse privée, dont a besoin l'ODEM, par exemple, pour fonctionner, lui a été sevré. Et il en est de même de l'UPMB et du CNPA. Ce sont nos Fertières. Nous en avons 3. Ce sont nos Fertières. Aujourd'hui, ces 3 Fertières sont complètement dans la misère. Et pourquoi on ne leur remet pas ce qui leur est dû? Oui, pourquoi? Dites-nous. Mais moi, je dis, c'est une démarche de chantage. On ne vous remet pas, on vous met dans la diète, vous êtes complètement asséché. Et bon, là, maintenant, après, on va faire avec. Vous savez, à l'approche d'une élection, pour ne pas parler des législatives dernières, juste à l'approche, on a appelé les Fertières, on leur a fait une avance. Vous imaginez ce que c'est? Juste pour les endormir, me semble-t-il. C'est ça la presse, c'est le visage de la presse. Je parle des dernières législatives. Alors que c'est leur droit. C'est l'aide de l'État à la presse. C'est une subvention de l'État qui remonte à des années en arrière. Ça dort aujourd'hui dans le compte du Trésor. Ils n'en ont pas accès. Les professionnels, enfin, du moins, les Fertières n'en ont pas assez. Ça pose un problème, vous ne trouvez pas? Lorsqu'on vous met en difficulté, lorsque vous avez le besoin se fait sentir âprement, ben on vous tient. Et c'est ça aussi le visage de la presse. Le 11 avril, c'est tout un processus, disais-je. Il y a eu cette période préélectorale, élection et après-élection. Ce scrutin, s'il a pu se tenir sans anicroche, on peut le dire, les événements d'avant le scrutin auront marqué les esprits. À l'heure du bilan, il y a des comptes à rendre. Et dans ces comptes, beaucoup ont dû prendre leur jambe à leur cou et d'autres se sont retrouvés à l'ombre. Monsieur Odo-Bénisson, dans la gestion de cette période post-électorale qu'on vit encore, avez-vous senti la presse présente sur ces événements? Bon, la presse est présente seulement pour parler, pour donner l'information de qui a pris ses jambes au cou et qui a traversé les frontières ou qui n'a pas pu, qui est déposé à telle prison ou à telle... voilà, et puis on est résumé à ça. Mais concrètement, pourquoi aujourd'hui même, on a même vu tout dernièrement le bâtonnier Jacques Mégan, pour ne pas le citer, dit qu'il faut que le procureur fasse une sortie pour expliquer ce qui est reproché réellement
à ces détenus aujourd'hui. Donc, il faut que la presse n'a pas véritablement accès peut-être à ces dossiers. On attend que le procureur fasse une sortie pour qu'on ait la matière. Mais la presse, sa vocation n'est pas forcément d'attendre. Ah, oui. Va vers. Mais vous n'aurez pas l'information. Ce n'est pas que... vous savez, le procureur, la plupart des temps, ne donne pas d'interview en tant que tel. Il fait le point de presse ou bien des fois il fait une conférence de presse. Mais il n'est pas inapprochable. On peut faire la dimanche. Oui, mais... N'est-ce pas? Mais tout ça c'est révolu, vous le dites, mais parce que quand on vous suit là, vous semblez résigné. Oui, il y a un peu de résignation. Il y a un peu de résignation en la matière aujourd'hui parce que on n'est plus sûr de rien. On n'est plus sûr de rien. Vous ne savez pas où vous pouvez casser les œufs, où les œufs sont. Donc, chacun se dit... Non, n'exagérez pas. C'est à croire qu'approcher même un procureur pour lui dire, ben, monsieur le procureur, que se passe-t-il? C'est un péché? Non, ce n'est pas un péché en soi. Mais les contextes actuels font qu'on est un peu observateur. On se dit, on va voir ce qui va se passer. Parce que, vous savez, en fait, aujourd'hui, la situation est tellement que personne véritablement ne viendra devant vous dire ça ne vous faites pas. Mais derrière, comme Georges Anago l'a dit tout à l'heure, il y a des petites actions de part et d'autre qui font que vous-même, conscient que vous êtes, vous savez que, attention, si je vais au-delà de ça, je risque. Donc le risque là fait qu'on devient observateur également. Alors, au lieu d'être informateur. Jean Spezo, les journalistes, désormais observateurs. Non, mes chers confrères, tout à l'heure, vous aviez insisté pour savoir mais pourquoi on ne va pas vers les sources d'information potentielles. C'est vrai, je ne voudrais pas nous défendre en ce sens que déjà les avocats, même de certains prévenus, n'ont pas accès à l'information. Il y a des avocats qui se plaignent, qui se disent nous ne savons même pas ce qu'on reproche à notre client. Mieux, certains chefs d'inculpation varient d'heure en heure. Et ce n'est pas de la bouche du procureur que vous l'entendrez. Il semblerait qu'à la BEF, on lui aurait, il semblerait qu'à la Criette, on lui aurait. Il n'y a pas de... Ailleurs, le procureur sort. Si le procureur devait répondre à chaque journaliste, nous sommes des centaines, ce n'est pas la meilleure formule. Le procureur, je lui apprends pas son job, il sort immédiatement, il fait un point de presse, il se retire, et même si besoin en est, il peut sortir 2 fois dans une journée. Ça dépend. Mais ici, les avocats même, qui sont les premiers, c'est-à-dire dans le champ, n'ont pas accès à l'information. Et qu'en serait-il du journaliste à moins qu'il n'aille se pourvoyer? Aujourd'hui, on a l'impression que dame rumeur à pignon sur rue, apprenant que oui, tel avocat vient d'être arrêté, telle maison vient d'être encerclée, et puis on fouille, on voit. Quelle presse pour informer, on n'a pas l'information. Oui, là encore. Oui, mais évidemment, cette rétention amène parfois des gens à verser dans les supputations. Si les autorités en charge de ces questions montent au créneau, comme ça se fait ailleurs, vous êtes là, on vous dit, le procureur fait une déclaration tout à l'heure, ou bien fait un communiqué tout à l'heure. Ou alors, même vous avez des communiqués que vous recevez directement dans vos boîtes. Ça marche. Vous n'en avez pas. On fait l'information, on tait l'information. Vous voyez, on a donné pratiquement 90 jours au professeur Joël Aïvor. Je voudrais éviter même d'aborder le sujet dans ce sens-là. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais si tant est que vous avez déjà amassé suffisamment d'informations, avez-vous besoin d'attendre 90 jours pour vous prononcer? 90 jours, 3 mois. Et c'est là qu'intervient aussi la presse. Alors, on est là pour apprécier le regard de la presse durant cette période électorale. Monsieur Mengsan, si vous devez apprécier, que direz-vous et conclure sur cette page nouvelle que le Bénin écrit? Oui, on dirait tout simplement qu'on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Et Jean Spezo Anago, la presse béninoise a raté une bonne occasion, n'est-ce pas, de redorer son blason. Merci à vous d'avoir été là, Jean Spezo Anago. Et monsieur Mengsan Dorou, chers téléspectateurs, ce sera tout juste, comme le dit un clin d'œil à la presse, une grosse interrogation pour comprendre ce qui s'est passé. On reviendra là-dessus plus amplement pour apprécier en son temps avec d'autres voix et pourquoi pas la disponibilité des invités du jour. Sénèque, avant de vous fausser compagnie, n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Prenez soin de vous. À très bientôt.